Alors, comme on dit, vous m'entendez parce que c'est... Il y a sans doute des questions qui commencent, qui se lancent là-bas, développe. On a beaucoup parlé de Pétain. Il y a une chose que je ne comprends pas, il y a un mystère Pétain. Qu'est-ce qui s'est passé à Pétain? Je ne comprends pas comment a-t-il traîné son défaitisme glorieusement dans toute l'avant-guerre pour avoir une récompense relativement mineure, un petit tiers de la France, souverain d'un petit tiers de la France, et plus tard être invité dans un château, c'est pas très glorieux. Il y a un mystère Verdun que je ne comprends pas. Deuxièmement, j'ai lu un peu dans Wikipédia. Ce qu'on disait de Mme Lacroix-Rive. Il ne vous aime pas beaucoup. Hein. Elle est partisane, elle est stalinienne, et en partie parce que vous avez parlé du pape de Hitler. Moi, j'irais beaucoup plus loin. C'est pas le pape de Hitler. Pie XII est un équivalent Hitler, comme on dit un équivalent Charbon pour parler des pouvoirs calorifiques, car évidemment sa robe blanche, il n'a pas eu d'éclaboussure de sang sur sa robe blanche, directe, mais indirecte, combien? Quand même, j'ai appris récemment qu'il avait demandé la grâce de Hans Frank, le gouverneur de la Pologne, qui est responsable de la mort de plusieurs millions de juifs. C'est quand même gros, ça. Voilà. Je peux répondre à la première question. Il suffit de voir l'intégralité du film La prise du pouvoir par Philippe Pétain, et vous avez tout un panorama de la France de la guerre 14-18 à nos jours. Enfin, disons, à Vichy, à la défaite à l'an 40. C'est-à-dire, avec 26 minutes d'extrait, on ne peut que voir quelques miettes de ce travail qui est... Cette gloire qu'il a eue, c'est extraordinaire, ça. En 26 minutes, c'est impossible de donner la quintessence de ce qu'on développe en 2 heures, surtout au cinéma. Et là, vous avez vraiment l'intégralité de ce qui s'est passé, avec le regard le plus impartial possible. Oui, merci. Alors, moi, je voudrais juste faire une petite remarque sur le pape d'Hitler. Le pape d'Hitler est simplement, et ça me semblait de toute façon indispensable de citer l'auteur, est une expression que j'ai reprise à Cornwell quand il a quand a été publié en français son ouvrage qui s'appelait Le pape, en français, Le pape et Hitler, et qui s'appelait en anglais Hitler's Pope, c'est-à-dire le pape d'Hitler. J'ai fait la recension de cet ouvrage qui était juste un peu critique sur Pie XII, mais qui voulait surtout se débarrasser de la pomme pourrie Pie XII pour innocenter Pie XI, ce qui n'était pas entièrement honnête. Mais voilà, il est donc grotesque, enfin la fiche de Wikipédia est grotesque. Il est donc grotesque de m'imputer, ça me fait penser à une critique qui va été adressée par je ne sais plus qui, et expliquer que c'était parce que j'étais pétroleuse que je parlais des serres de la Banque de France, vous savez, comme si j'étais un aigle. Alors je rappelle que les serres, c'est le terme technique par lequel on désigne les réserves dans lesquelles est entassé l'or. Voilà. Donc quand j'avais parlé des serres de la Banque de France, c'est sans doute que voilà, c'était imputable encore à l'histoire militante. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais moi j'irais plus loin. C'est pour ça que j'ai dit un équivalent Hitler. Oui, ça en plus. Antoine Perrault souhaite compléter. Non, pas sur le pape, mais sur le mythe Pétain. Vous avez, en plus du film de Jean Chéras, un livre. C'est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, on ne reste pas forcément subversif et dans la vérité très longtemps. Il y a un homme qui s'appelle Pierre Servant,
qui était journaliste à la Croix puis au Monde, spécialiste des questions militaires, et qui a publié en 1992 chez Payot, je crois que ça a été réédité en 2007 chez CNRS Éditions, un livre extraordinaire qui s'appelle Le mythe Pétain. Ensuite, Pierre Servan a fait la communication d'un ministre des Armées qui s'appelait Charles Millon, enfin, vous voyez le genre, et aujourd'hui, il intervient régulièrement en tant qu'expert. Il est colonel de réserve, il est officier de la Légion d'honneur, sur BFM et sur TF1, et il a fustigé récemment la polémique pitoyable concernant le maréchal Pétain. Donc revenons sur tout ce qui faisait le sel de ce livre, qui, donc le mythe Pétain, Pierre Servan, et qui montre très bien comment cette espèce de pétochard avait ensuite organisé son mythe pour apparaître comme le vainqueur de Verdun. Et il citait, je ne sais plus si c'est le généralissime ou si c'est Clémenceau qui disait on l'a fait gagner à coups de pied au cul. Ah oui, il y a plein de citations d'ailleurs dans Guillemin. Et puis alors je vous signale les citations dans Brugère, dont le père était général. Donc il y a une annexe dans Brugère qui est vraiment un plaisir sur ce défaitiste de Pétain. Deuxième question. Oui, merci, c'est gentil. Mais il faut que je me dépêche parce que je dois retourner dans l'université de Marc-Bloch. Mais c'est pas sur Marc-Bloch, je vais parler. Mais je veux tout simplement faire une remarque par rapport à tout ce que j'ai entendu. Les intervenants n'ont guère parlé de la situation de la population française, voire des autres populations dans le contexte que nous évoquions, avant 40, etc. Je ferai allusion, puisque le mot est employé, défaite, débâcle. Madame était aux archives, c'est très bien, moi aussi j'étais souvent aux archives, mais par rapport à la débâcle, l'analyse de la position des unités françaises au jour le jour ne fait pas de discussion. Quand moi je vais me publier là-dessus, je dis il n'y a même pas besoin de faire une légende. Vous voyez la situation du 10 mai jusqu'au 17 juin, ça ne se discute pas. Et en même temps, quand je fais cette remarque, je vais faire ce qui en appelle une autre, notamment par rapport à votre grand référent de la journée ou des deux autres colloques, voire de Daniel Cordier. Il y a des gens qui ont écrit des choses, mais qui n'étaient pas in situ, qui n'ont pas connu la débat, qui n'ont pas connu la guerre, et ce qui fait que par rapport aux populations et leur perception de l'armistice, les regards ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi je viens du Nord-Est, j'ai rencontré des témoins qui étaient dans la drôle de guerre et qui ont connu la débat, qui m'ont raconté. Ben, c'était vraiment horrible ce qu'ils me racontaient, surtout quand ils ont été abandonnés par leur chef de troupes, leur commandant de corps et d'unité. Ils se sont retrouvés dans l'exode dont on n'a pas parlé. Du nord au sud, 10 millions de gens dans l'autre. Je passe sur Paris. Hein. C'est un sujet aussi qui explique beaucoup de choses sur la situation. Enfin, je m'arrête là parce que je pourrais continuer, mais je pense qu'il faut, quand on est historien aussi, revenir aux réalités sociales, sociologiques et les conditions dans lesquelles les gens ont été placés. Non pas seulement sur le registre politique avec tous les débats que vous avez évoqués, mais après aussi face aux réalités auxquelles ils ont été confrontés, notamment dans cette guerre que, bon, allez, je veux pas revenir sur la ligne Maginot, etc. Quand même 300 000 Alsaciens, plus de 300 000 qui ont été repliés, qui étaient sur la ligne Maginot, qui ont été mis tout de suite au début de la guerre sur le sud. Et après, vous avez tous les expulsés de l'Alsace-Moselle, qui, bref, d'autres gens n'ont pas connu ça, hein. Notamment dans le sud-sud-ouest. On pourrait continuer parce que ça donne aussi un autre regard sur la résistance et l'origine de la résistance. Je dis ça en passant parce que je sais aussi, vous parlez de Maurras, etc. Premier résistant en Alsace, c'était quand même des gens qui étaient des Maurassiens tout de suite en août 40. Hein. Je m'arrête là parce que je vais continuer, j'ai un train à prendre. C'est dommage, c'est dommage. Si vous avez un train à prendre, c'est dommage. Mais notez quand même que dans l'ouvrage de Guillemin, l'abandon des officiers est une donnée, je n'y ai pas... je n'y ai pas insisté. Je vous rappelle que l'essentiel de l'affaire Pétain, c'est le préparatif. Ça n'est pas la situation dans laquelle ces préparatifs ont mis, c'est-à-dire dans une situation de stupeur, dans ce que Boissanger appelait la détente, c'est-à-dire que quand vous êtes confronté à une situation impossible, bien entendu, ça n'est pas ça, monsieur. C'est un autre sujet que vous abordez, dont je reconnais toute l'importance, naturellement, mais qui n'était pas là le sujet. Là, le sujet, c'était le sommet dans la préparation de la catastrophe. Et le sujet que vous nous proposez, qui est un sujet passionnant, c'est la catastrophe vue par les victimes de la catastrophe. J'ai donné la parole à peu près à une dizaine de témoins de juin 40 dans mon film. Mais bon,
j'aurais fait une part minime, dans la mesure où c'est pas mon sujet. Bien sûr. Mais c'est quand même un sujet intéressant, dans la mesure où ça permet de donner le ton de l'époque, le climat de l'époque, qui est à la fois un climat d'épouvante et aussi de stupéfaction. Et quand Amouroux dit que 90% des Français étaient pétinistes, je crois qu'il se trompe quand même en grande partie. Mais lui, il était. Mais lui, il était, c'est ça. À la petite sirop, il suffit de lire ses J'ai un articles. mot dans ma bouche que je n'ai pas employé, qui revient maintenant, et que ce soit avant ou pendant, c'est le mot conditionnement de la population. Absolument. Tout à fait. Qui est absolument essentiel. Essentiel. Et qui est analysé remarquablement par toute une série de contemporains, notamment d'ailleurs de la période de Munich. Un collaborateur de Gamelin, le 15 septembre 1938, il n'y a pas encore Munich, explique comment on a abruti les populations françaises. Dindonné, dit-il. On a dindonné les populations françaises avec une remarquable efficacité. Lisez ce texte d'un collaborateur de Gamelin, qui montre que les personnalités compétentes ne manquaient pas, personnalités compétentes, parfaitement inefficaces, les malheureuses, mais qui sont toujours très utiles aux historiens, puisqu'elles leur facilitent la tâche en quelque sorte. Antoine Perrault souhaite compléter. Oui, je reviens sur ce Alain Decaux raconte. Il insiste énormément pendant toute l'émission sur l'exode, sur la sidération des populations. Mais ce qui est très curieux, c'est que ce conditionnement, en 1980, 40 ans après, il semble vouloir le faire perdurer pour faire accepter rétrospectivement le moment Pétain. Voilà. Et quand, alors vous parlez de la résistance, effectivement, on peut citer aussi, il n'y a pas seulement des Maurassiens, Edmond Michelet, dès le 17 juin, à Brive-la-Gaillarde, distribue, la veille du discours de De Gaulle et le jour de celui du maréchal, des petits papiers appelant la résistance. Mais et je vous cite juste une phrase, l'émission dure 59 minutes, à la 47e minute, Alain Decaux cite un certain De Gaulle ainsi. Bien sûr, il y a à Londres un général de Gaulle qui appelle chaque jour à la résistance, mais combien l'écoute? Quand il réclame qu'on le rejoigne, c'est une poignée qui le rejoint, d'autant plus héroïque qu'elle sent elle-même qu'elle est dérisoire. Vous voyez? Et donc, massivement, l'exode et la catastrophe sert à justifier, 40 ans après, ce qu'il appelle toujours dans cette émission, à la 46e minute, cet élan, ce recours. Ce recours, cet élan, c'est Pétain. Merci. Autre question? D'abord, ici. Merci. C'était une question pour M. David Gallo. Quand vous avez évoqué l'idéologie nazie qui peut sembler être, je dirais, d'essence germanique, je ne suis pas spécialiste, mais je pense aussi que les nazis ont très largement puisé chez des théoriciens racialistes, je pense à Gobineau et à plein d'autres, qui sont ceux-là, viennent chez nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus et de la relation que pouvaient avoir les nazis avec ces théoriciens racistes, je dirais, franco-français? Oui, bien sûr. Écoutez, je ne sais pas ce qui a pu dans mon propos laisser entendre que c'était d'essence germanique, mais loin de moi cette intention. Non, loin de moi cette intention et loin de moi l'intention de prétendre que le nazisme et son idéologie raciale aient été une spécificité allemande. Il était de bon ton à une certaine époque, dans une historiographie heureusement aujourd'hui assez lointaine de parler de Sonderweg, de chemin particulier, soi-disant, donc disait-on à ce moment-là, ou disaient certains, pas tous heureusement à ce moment-là, mais soi-disant l'Allemagne à la fin du 19e siècle se serait écartée par son caractère particulier et archaïque, se serait écartée de la modernité, grande marche en avant téléologique du progrès inarrêtable vers la raison. Force est de constater que c'est pas exactement comme ça que ça se passe.
qu'il y a des rapports de force politiques dans tous les pays et qu'il y a des idées transnationales. Alors bon, le mot de transnational aujourd'hui est extrêmement à la mode en histoire, hein, donc ça, parfois c'est un peu irritant, ça va un peu loin, mais bon, parfois ça a aussi son caractère éclairant, et c'est évidemment particulièrement le cas pour ce qui est de la compréhension de la pensée raciste, du darwinisme social, toutes ces sources auxquelles le nazisme s'est abreuvé, qui sont absolument pas, bien évidemment, des archaïsmes. Tout ça, c'est impensable avant la seconde moitié du 19e siècle, hein, donc ça n'a rien d'archaïque, et évidemment, ça n'a rien de spécifiquement allemand. Vous mentionnez Gobineau, qui est peut-être pas nécessairement celui qu'il faut mentionner, dans la mesure où, par rapport à toute une myriade, il y en a il y en a des dizaines, hein, mais par rapport à toute une myriade de penseurs racistes et racialistes du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, Gobineau, à rigueur, se distingue peut-être plutôt par son pessimisme, c'est-à-dire par l'idée qu'on ne peut plus rien faire, le métissage, la décadence, etc. est inarrêtable. Bon, il y a eu nombre de penseurs qui ont développé des théories raciales tout en pensant, c'était le cas des nazis, que justement tout cela pouvait être arrêté, pouvait être inversé. Donc c'est peut-être pas nécessairement Gobineau qu'il faut citer. En revanche, en effet, il y a de multiples penseurs, et le français, Vacher de la Pouge, on le citait à l'instant, mais même contemporains des nazis, et c'est peut-être là un point aussi qu'il faut citer, hein, contemporains des nazis, aux États-Unis notamment. Ce racisme nordiciste que beaucoup d'idéologues nazis font le leur, hein, qui prône qu'il y a une race qu'on appelle tantôt aryenne, tantôt nordique germanique, mais en tout cas tout ce qui est le nord de l'Europe. À l'époque, tout autant qu'en Allemagne, c'est tout à fait en vogue aux États-Unis, notamment un grand théoricien racialiste américain, Madison Grant, que certains nazis d'ailleurs citeront au procès de Nuremberg en disant mais enfin nous avons juste acheté un livre aux États-Unis, hein, ils pensons à la même chose que vous. Sur ce plan-là, il y a d'ailleurs un ouvrage qui a été traduit il n'y a pas longtemps en français, dont le titre peut-être un peu provocateur, mais ça c'est des ouvrages américains qui ont des titres, ou états-uniens qui ont des titres faits pour se vendre, mais le modèle américain d'Hitler, sur la manière dont la pensée raciale, y compris des États-Unis, a tout à fait inspiré les nazis. Et donc pour revenir à cela, pour ne citer que cet exemple-là, hein, mais vous avez absolument entièrement raison de mentionner le caractère pas du tout spécifiquement allemand de tout ça. Ce racisme nordiciste aux États-Unis, c'est ce qui, dans les années 20, dicte très directement les lois sur l'immigration, avec des quotas qui permettent de sélectionner, de privilégier l'immigration des pays du nord-ouest de l'Europe. On dit chaque, je ne sais plus exactement de quelle année des années 20 datent ces lois, mais on dit, voilà, on prend des quotas par rapport au pourcentage de gens présents dans la population des États-Unis au début du XXe siècle, donc avant le moment où il y a eu une vague d'immigration du sud-est de l'Europe qui inquiète, tout ça, ça a l'air un peu trop méditerranéen, un peu trop basané, un peu trop juif pour ces gens-là. On est introduit des lois des quotas faites de telle sorte que là on puisse rétablir l'arrivée de Norvégiens, de gens bien comme il faut aux États-Unis. Donc en effet, c'est pas du tout spécifiquement allemand, et d'ailleurs, c'est pas du tout spécifiquement nazi. Hein, là encore, prenons l'exemple des États-Unis. Hein, alors évidemment, c'est pas à la même échelle, mais enfin, là, on quitte le racisme stricto sensu pour aller du côté de l'eugénisme. Mais enfin, il y a des États des États-Unis où on a stérilisé dans les années 60, hein, jusque dans les années 70. Donc tout ça. C'est évidemment pas fait à la même échelle et sur les mêmes modalités que le nazisme, mais on se tromperait à y voir là une bizarrerie allemande, une particularité nazie et un archaïsme. Hein, là, vous avez tout à fait raison. Merci. Là, c'est bon. Il y a une question. Oui, merci pour cette anecdote historique, très salutaire. Manifestement, en 1939, il y avait en France un bloc anti-salaire. Très clairement, une guerre au salaire qui s'est prolongée avec un point culminant en 1938. Mais comme vous êtes pour ça, vous avez dit pour dire qu'il y a une articulation entre politique intérieure et politique extérieure,
j'ai révisé avant de venir, donc j'ai revu le bouillon, mais j'ai également revu la vidéo d'Henri Guillemin sur les préparatifs de 40. Et il démarre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il démarre sa vidéo en disant il y a une date clé, c'est fin 1934, le remplacement de Barthou par Laval. Alors, je vais vous poser deux questions, comme en ce moment on fait beaucoup de parallèles historiques avec les nationaux, des nationalistes, voire des progressistes. Est-ce que vous partagez ce point important qui pour lui est l'élément déclencheur, puisque en effet il y avait un renversement d'alliance et partout qui essayait d'avoir une alliance France, Angleterre, Russie, Laval tout de suite derrière a fait mine d'avoir une alliance toujours avec la Russie, mais complètement qui est tombée en désuétude. Donc est-ce que vous partagez cette analyse? Et après réflexion, en venant en train de Lille, je me disais, mais est-ce que Macron, c'est pas Laval? On est plus téméraire. Moi, je veux bien répondre. Alors, je dirais que c'est une des lacunes de Guillemin que j'ai oublié de signaler. Il y a une dimension que Guillemin ne saisit pas du tout et qui est imputable, je dirais, au poids excessif, qui n'est pas propre à Guillemin, qui est accordé aux politiques. C'est-à-dire, voilà, au fond, on a chez Guillemin, j'ai beaucoup l'impression que il y a des gens qui ont des idées politiques, puis il y a les milieux économiques derrière qui s'y intéressent, qui se disent c'est bon pour nos sous, on va gagner beaucoup d'argent. En fait, les choses ne se passent pas exactement comme ça. Ce que ne sait pas Guillemin, et qu'on ne sait qu'à partir du moment où on fréquente les archives économiques, les archives financières, je veux dire, pour le savoir, il faut aller regarder les archives de la Banque de France, ce que j'appelle les archives économiques. Qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit d'abord que le choix allemand est un choix fondamental qui est largement imputable à des au primat économique. C'est-à-dire, au contraire de ce que disait du Rosel, c'est le politique qui a conduit l'économique, le capital n'avait pas de politique extérieure, finalement il a laissé faire les politiques. Alors écoutez, voilà, ça fait très histoire militante, mais malheureusement c'est ce qui est livré par les archives. Les politiques ne sont rien, le capital est tout. Comme dans cet extraordinaire article sur la préface de Pétain à Chauvineau, Bloch montre très bien qu'il y a 5 contributeurs à la liquidation des alliances qui permettaient de sauver la France, comme l'avait démontré la Première Guerre mondiale. Parmi ces contributeurs, il ne les mettait pas au premier plan, moi je les ai mis au premier plan, il y a ce qu'il appelle les hommes du Creusot. Aujourd'hui, bien entendu, plus personne ne comprend cette allusion. À l'époque, tout le monde comprend cette allusion. C'est Schneider qui a vendu la Tchécoslovaquie, parce que c'est Schneider qui possédait la Tchécoslovaquie. On lui avait même fait les frontières pour Schneider. C'est Schneider qui a fixé les frontières et qui a inclus Teschen en Tchécoslovaquie, parce que les mineurs polonais... Il y a une thèse américaine là-dessus. Un type qui s'appelle Segal, elle n'a même pas été entièrement imprimée, elle est moitié dactylographiée et passionnante. C'est-à-dire qu'elle montre comment Schneider a fixé les frontières et inclus Teschen parce que les mineurs polonais étaient un peu agités à cette époque, tandis que les Tchèques se tenaient tranquilles. Et donc, en fait, la ligne allemande, c'est une ligne économique. C'est une ligne à l'égard d'un partenaire commercial, c'est une ligne à l'égard d'un emprunteur, parce que la clé de la clé de la clé, c'est le gros emprunteur allemand qui, s'il boit le bouillon, fait boire le bouillon à tout le monde. Or ça, c'est une dimension qu'il ne perçoit absolument pas. C'est-à-dire que la France, le capital français, l'impérialisme français est un impérialisme secondaire. Il a été très important, il est secondaire à partir de la Première Guerre mondiale. En fait, il est secondaire, il est très affaibli, comme le Britannique. Enfin, le Britannique a été le premier. Et en fait, depuis, il y a un facteur français, certainement, qui est un facteur accélérant, c'est que le peuple français n'est pas toujours commode, donc ça aide, évidemment. Et l'impérialisme français a toujours besoin de tuteurs.
qui lui coûte cher d'ailleurs, même à l'impérialisme français, parce qu'il faut quand même qu'il avale son chapeau dans un certain nombre de domaines. Mais il a des protecteurs. Et depuis le 19e siècle, la France fonctionne comme ça. Mais elle fonctionne comme ça parce que fondamentalement, les intérêts économiques sont là. Ce qui fait les gouvernements, ce qui fait les ambassadeurs, c'est François de Wendel qui fait nommer tous nos ambassadeurs. C'est pas le ministre. Le ministre, il est rien du tout. Alors ça fait d'ailleurs beaucoup rire quand je vois qu'aujourd'hui on nous dit « Oh, le politique ne pèse plus rien. Oh, maintenant c'est les banques. » Ah bon, pour SC9 je veux dire, depuis la création de la Banque de France, c'est-à-dire depuis que Bonaparte a remercié ses bailleurs de fonds, c'est normal, d'ailleurs pour ça qu'il avait fait venir, mais c'est quand même pas lui le maître. D'ailleurs c'est vrai, en ce qui concerne l'Allemagne, ce que mon collègue a très bien montré, finalement derrière il y a les sous, il y a le monde économique. Hein? Rien ne change pour lui sauf la formule politique qui pense à un moment la plus commode, et puis si elle passe dans la population, ça passe. Ça, c'est une dimension qui n'a pas du tout d'humain. À cette époque, pas du tout. En plus, c'est tellement contradictoire avec ça. Voilà, sa vision de notable, puis qui est-ce qui lui avait donné les bases économiques de ça? Personne. De toute façon, c'est toujours tout politique. Une donnée. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas un tournant, il y a un infléchissement avec Barthou. C'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce qu'évidemment, les relations internationales, c'est vital dans cette ligne qui est une ligne intérieure, mais une ligne intérieure évidemment qui a des répercussions internationales. Or, Barthou, c'est un bon réactionnaire, il a toujours été anti-soviétique comme il fallait, tout ça, colonial, ils sont tous pareils de toute façon. Mais, il y en a des comme ça. Herriot était comme ça, mais Herriot c'est une chiffre molle. Puis il aimait trop l'argent, puis il aimait bien l'argent des banquiers, tout ça. Il est sympathique à part ça, Herriot. Il analyse très bien la situation, il est incapable, il n'a jamais bougé une orientation. Et pourtant je le trouve sympathique, Herriot, parce que comparé aux autres. Bon. Le problème, c'est que Barthou, en effet, Barthou leur fait peur. Parce que Barthou dit, c'est pas possible quoi. Barthou, il n'est pas bête, il est comme tout le monde. Si l'objectif, c'est de défendre l'intégrité territoriale de la France. C'est-à-dire, voilà, alliance de revers, tout le monde le sait que de l'alliance de revers, bon, elle est sympa la Tchécoslovaquie, mais moi j'ai montré dans le choix de la défaite que la Tchécoslovaquie, elle est morte au moment où elle signe son accord avec la France en 24-25. Vous savez ce qui s'est passé en 29 ? On veut virer notre ambassadeur, notre attaché militaire qui est remarquable, qui lui a été vraiment un défenseur de la Tchécoslovaquie jusqu'au bout, impuissant, total. On voulait le virer en 29. Et c'était tellement un aveu que la Tchécoslovaquie ne pesait rien, que après le plan d'Ost, plus rien ne pèse rien. C'est-à-dire que la France ne bougera plus. En 24, la France s'interdit de se battre contre l'Allemagne. Il y a des historiens américains qui l'ont montré, Costigliola par exemple l'a montré de manière très claire, moi je l'ai vu avec les archives françaises et étrangères, c'est clair. Par conséquent, la Tchécoslovaquie ne pèse plus rien. Or, on dit à la France, oh là là, on a cet allié, tout ça, on est prêt à le tuer. Donc quand on le tue en 38, c'est pas qu'on a préparé ça en septembre. On a préparé ça depuis longtemps, et d'ailleurs en 1937, il y a une extraordinaire réunion que je raconte dans le choix de la défaite, où Chautemps et Delbos acceptent la liquidation de la Tchécoslovaquie. En plus, avec le prétexte, c'est la faute des Anglais, c'est toujours la faute de la gouvernance anglaise. Donc Barthou, c'est vrai, pendant quelques mois, ça n'a pas duré longtemps, il se bouge. Il arrête de donner des fonds secrets aux gens qui sont payés par Berlin. Tout ça, vous voyez ce qui se passe dans les bureaux là quand ça commence, quand il y a un type tout d'un coup qui décide de bouger des choses. Vous savez comment ça s'est passé? Parce qu'on le sait avec les archives allemandes. C'est les Allemands qui ont fait tuer Barthou. C'est l'Allemagne qui a fait tuer Barthou. C'est l'Allemagne. C'est pas seulement l'Italie, c'est pas seulement les Oustachis. Et moi, je vais vous dire, j'ai passé, rien que sur l'attentat de Marseille et les alentours des attentats de Marseille, j'ai passé 3 mois aux archives du Quai. Je peux vous dire que disent les archives allemandes?
Et bien, il y a Laval derrière. Ils ont fait ça pour faire venir Laval. Mais il n'y avait pas eu un souffle dans l'appareil d'État français. Barthou était tout seul. Et quand un type est tout seul, il n'arrive à rien dans l'appareil d'État. À rien. Donc oui, vous avez raison, c'est très très intéressant Barthou-Laval. Mais c'est intéressant parce que ça vous montre qu'un type courageux, vaillant, qui tout d'un coup s'est dit, oulala, mais où on va, a essayé, disons, d'avril-mai, c'est pas perceptible avant, hein, d'avril-mai à l'organisation de son assassinat à Marseille, où ils l'ont laissé vider de son sang, parce qu'il faut voir les archives intérieures et extérieures, c'est effrayant. Hein. Et voilà comment un petit souffle léger, mais tout souffle léger n'a jamais bougé l'orientation, jamais, jamais, jamais. Herriot, il a reconnu l'URSS. Vous savez pourquoi il a reconnu l'URSS? Parce qu'il le dit d'ailleurs. Il dit, pour le prochain conflit, il ne faut pas être idiot, vous n'avez pas besoin d'être philo-soviétique pour savoir que s'il y a une guerre, c'est mieux qu'il y ait la moitié des divisions allemandes qui soient à l'est que la totalité à l'ouest. Je veux dire, c'est tellement bête. Bon, ça veut dire, si on n'a pas maintenu cette alliance soviétique, mais ce qui se voit dans les archives militaires, hein, ça veut dire que la priorité, c'est pas ça. Et la priorité, les militaires sont des canailles. Mais je vous rappelle quand même que les militaires, on le voit dans les archives militaires, c'est des représentants de l'industrie d'armement. Les attachés militaires, c'est des représentants de l'industrie d'armement. Et puis quand ils prennent leur retraite, paf, ils se trouvent un fauteuil doré. C'est ça qu'on ne peut pas analyser. Vous savez combien il était payé, Végan, par la compagnie internationale du Suez, par monsieur de Vogüé, pas monsieur, puisqu'il est mort. Hein, il avait une retraite de 600 000 francs. Comme Doumer, vous savez, Gastounet, qui est venu pour faire plaisir à ses amis. Il était aussi entretenu par le... c'est horrible, parce que dès que vous regardez les archives, ils tiennent tout. Et quand vous le dites, on vous dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes complotiste? Mais non, pas du tout. Ces gens tiennent tout. Sauf quand, quelquefois, les populations s'agitent un peu. Merci Ali, une question ici. J'ai regardé 2-3 sites qui critiquent Guillemin. Une des critiques qu'on lui adresse, c'est qu'il a été trop tendre avec Laval. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça. On dit qu'il est passé trop vite sur le rôle de Laval et qu'en fait, il n'a pas réhabilité Laval, mais un peu trop. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment on pourrait y répondre. Et la deuxième question porte sur le fait que vous avez souligné que Guillemin soulève 2-3 tabous comme ça dans l'histoire, dans les origines. Et il y a un tabou qui me semble être important dans sa série sur Pétain, il parle de retournement des alliances. Vous savez, on n'en a pas parlé du tout, mais est-ce que les archives disent d'autres choses de plus que ce que Guillemin avait vu lui-même voilà. Sur la Laval et sur le retournement des alliances. Monsieur Perrault, sans doute quelque chose à dire. Alors, Non, je l'ai dit. Qui rebondit? Moi, je ne connais pas assez Guillemin pour savoir s'il était complètement pour Laval. Hein, bon, voilà. Tout le monde tuait tout le monde. Le capitaine était là derrière, qui les avançait, comme il a Laval est l'homme du grand capitaine. Voilà, ça c'est clair, ça a été dit. Laval, dans le film d'ailleurs, oui. Laval est l'homme que le grand capital a enrichi comme un, mais je dirais comme un Goret, parce qu'il faut le dire, il s'occupait de rien, Laval. Quand il est revenu aux affaires en 1942, c'était son petit Guérard qui gérait tout, qui voyait les Allemands tout seul. Guérard, personne ne le connaît. Hein, c'est un des grands synarques, c'est le chef des assurances Vols. Hein. Ça aussi, c'est de l'histoire complotiste. Allez regarder dans les archives W3, vous verrez si c'est de l'histoire complotiste. Alors Laval, il n'avait pas le temps parce qu'il comptait ses sous tous les jours. Il s'occupait de ses sous. Quand même, il allait à 2-3 réunions, mais c'est une caricature. Hein. Il faut voir les archives sur le rôle de Laval. Laval est une canaille qui s'est enrichie. Intelligente en plus. Il est d'une intelligence supérieure. Il est bien plus intelligent que Pétain. Ah oui, Pétain. Ah bon, Pétain, de toute façon,
On peut être abruti et être, comme Laval l'appelait, il l'appelait le dessus de cheminée. Le dessus de cheminée, et puis chacun trompait. C'est pour ça que c'est pas la fin de l'histoire. Mais bien sûr, tout le monde trompe tout le monde. Mais qui décide? Et c'est ça qui est tabou aujourd'hui en France. C'est que finalement, on a le droit de s'amuser, et celui-là, et dans quelle disposition il était, patati patata. Écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Quand le capital allemand décide, fin 32, et mon collègue a bien dû le voir dans ses archives, décide en 32 d'abandonner ses partis traditionnels pour les élections de 32, de novembre 32. En une semaine, ils n'ont plus un sou. Ils peuvent plus. Vous savez ce que c'est, préparer une campagne électorale? Mais ça coûte cher. Et qui fournit l'argent? Et c'est tout ça qui est toujours interdit. Et on interdit aux jeunes historiens aujourd'hui de travailler là-dessus. Ben, il faut le savoir. Or, c'est ça la matière de l'histoire. C'est qui t'a fait roi. D'ailleurs, quand Robert Soucy, l'Américain, a eu le culot de venir expliquer aux historiens français de l'Institut d'études politiques, qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter et qui maintenant fait la loi sur l'histoire contemporaine, il faut le dire à mon grand regret, parce que c'était quand même pas ça il y a 40 ans, quand un historien américain vient dire que le fascisme français, c'est le capital qui tire les ficelles et qui paye tout, et bien ils ont aboyé, mais alors une horde. Et puis ils ont dit qu'il racontait n'importe quoi, qu'il se trompait, qu'il s'était trompé d'un mot, tout ça. C'est une meute, c'est vrai, je le dis, très distinguée, tout. C'est une meute qui empêche les historiens de faire leur travail. Et leur travail, c'est d'expliquer comment fonctionnent les sociétés. Et quand vous travaillez sur les archives intérieures, même sur les autres, mais quand vous travaillez sur les archives intérieures, c'est-à-dire, je le revendique, sur les archives policières, car on ne peut pas travailler sur les questions politiques intérieures et même souvent économiques intérieures sans connaître les archives policières. C'est leur boulot. Elles font leur boulot, les policiers font leur boulot aussi bien que les diplomates et les militaires, c'est-à-dire qu'ils renseignent leur État. Si on travaille sur ces sources, on voit bien que ces gens réveillés ou dormants travaillent, c'est-à-dire quand ils dorment avec d'autres, d'ailleurs quand ils sont réveillés avec d'autres aussi, influent en permanence. Vous savez ce que c'est qu'être privilégié? C'est passer à travers les lignes. Regardez les archives de la PP, de la préfecture de police sur Vindel pendant la Première Guerre mondiale. Il y a les combats, tout ça. Il fait passer ça à la gouvernante de ses enfants. Vous dites, mais il y a des égaux plus égaux que d'autres. Quand vous travaillez sur les archives, vous les voyez, ces égaux plus égaux que d'autres. Et vous comprenez qu'on ne peut pas faire d'histoire sans travailler sur les archives économiques, sur les liens entre les puissants et les pas puissants. Et ça, il faut le dire honnêtement, c'est impossible en France depuis. Ça se faisait il y a 40 ans. Et c'est pas trop, on ne pouvait pas travailler sur les questions contemporaines à l'époque. On pouvait faire ça, mais avant 14. Bon, et maintenant qu'on peut, parce qu'on peut, je peux vous dire qu'on peut, les masses d'archives, on a des masses d'archives. Et bien maintenant on ne peut plus. On ne peut plus parce que ça ne se fait pas. Parce que c'est inconvenant, parce que c'est militant. Eux, ils militent tous à des organisations, c'est complotiste. On ne vous le dit pas. Moi, on vous dit où je milite. Mais on vous dit où il milite, Olivier Dard. On vous dit où il milite, mes petits collègues, ils militent tous. Ils militent plus que moi. Moi, je ne suis pas élu au Conseil Général, je ne suis pas élu député, pas du tout. Moi, je fais que de l'histoire, quasiment. Vous voyez comment c'est ça la réalité. Par conséquent, il faut bien réfléchir. Des lignes, c'est des lignes profondes. C'est pour ça d'ailleurs que les politiques ne changent pas. Vous pouvez mettre des démocrates et des républicains, vous avez la même politique extérieure. Enfin, c'est grotesque ça. Oh, ça a changé, oh, la ligne va changer, oh, ça va changer à cause des élections. Ben non. Patrick. Non, parce qu'il y avait une question là-dedans. Alors, devant pourquoi toi il depuis longtemps.
Tu voulais... Non, je voulais signaler qu'il y a une question devant. Oui, j'ai vu, mais Patrick... Non, moi j'ai rien à dire. Non. Bonjour, ça fonctionne, oui. Je vais être assez rapide parce que je dois prendre mon train. Simplement, non, mais c'est au niveau des événements importants, il y a un élément qui est rapporté dans les cours d'histoire militaire de Coët-Quidan sur l'enfumage du haut d'état-major sur un moment absolument crucial qui est l'occupation de la Roue, puisqu'on sait par le SR, le service militaire, que lorsque le gouvernement a demandé, quand les Allemands occupent la Roue, combien de troupes, combien l'Allemagne dispose de troupes, le SR répond, en fait, l'Allemagne peut mobiliser en gros 30 divisions, et lorsque l'état-major reçoit ce rapport et transmet au gouvernement civil pour savoir ce qu'il doit faire, l'état-major répond au gouvernement civil, l'Allemagne peut mobiliser 132 divisions. Donc à ce moment-là, on se dit, on ne peut rien faire tout seul, on se tourne vers nos faux amis, donc le perfide Albion, qui lui, naturellement, ayant signé le traité naval de 1935, qui assurait sa sécurité, et qui ne nous avait même pas transmis les termes de l'accord exact qu'il avait passé avec l'Allemagne, enfin l'Allemagne, évidemment, comme ça, tout le monde est resté chez soi, c'est l'histoire même de l'enfumage complet de l'état-major. Ça s'appelle de la trahison, enfin. Oui, parce que tout le monde, il faut le dire ça, tout le monde est admirablement renseigné sur tout le monde. L'enfumage, ça n'existe pas. On peut essayer d'enfumer. Le SR racontait le deuxième bureau. Il faut voir le deuxième bureau à la fin des années 30. Hein. Le chef transmet exactement le contraire des nouvelles qu'il reçoit. Les nouvelles qui lui plaisent pas, il transmet n'importe quoi. Il faut être honnête. Il y a plein de sources d'informations. Donc personne ne se trompe. Je vais vous dire, moi ce qui m'a le plus frappé, écoutez, c'est un Polonais. Bon, d'un gouvernement qui n'aimait pas beaucoup les soviets. Enfin bon, je sais pas, peut-être qu'il était moins anti-soviétique que les autres. Qui va raconter en 1933, dans les jours qui suivent la publication du Concordat du Reich de juillet 1933, qui va raconter aux soviétiques qu'il y a des clauses secrètes et qu'une des clauses secrètes, c'est vous aurez l'Église à la botte pour conquérir tout ce que vous voulez dans l'Ukraine, et les colonies et tout. Dans les jours qui suivent, moi, qu'on me trouve un exemple, moi j'ai montré dans mon bouquin Le choix de la défaite et dans l'autre aussi, avec d'autres sources, j'ai montré comment la France, elle est informée au jour le jour de la tactique de l'Allemagne. Oui. Mais au jour le jour, elle sait très bien comment l'Allemagne va attaquer. Mais enfin, pourquoi est-ce que de toute façon on ne peut rien faire? Mais parce que Jean Chéras l'a très bien montré avec le compte-rendu de Jonot. Parce qu'ils ont ruiné Vuillemin était un traître. D'ailleurs, il était cagoulards, j'étais tous cagoulards. Tous ceux dont j'ai parlé étaient cagoulards. Tous. Gamelin aussi, en plus. J'en connais pas qui ne l'était pas. Non, ça, c'est vrai qu'ils en fument. Mais ça n'a aucune importance parce que s'ils veulent les sources d'information, ils les ont. Oui, ce ne sont pas des questions parce que je suis ignorant dans ces matières, mais c'est simplement me rappeler, signaler à ceux qui ne les connaîtraient pas, je suis sûr que plein d'entre vous les connaissent, 2 livres qui, moi, m'ont intéressé sur ce genre de questions. Le premier, il est paru, je crois me souvenir, en 1945, il s'appelle Tradition de la trahison chez les maréchaux. Vous ne le connaissez pas? C'est de Galtier-Boissière. Ah non, je l'ai pas. C'est quand même 1945. Et alors le cas de Galtier est intéressant, donc fondateur du Crapouillot, etc., parce qu'il passe quand même d'une idéologie libertaire, marrante d'ailleurs, et sympathique, intelligente, il passe de ça à la collaboration sikh avec Henri Coston, qui me semble un excellent exemple de non épuré. Parce que Henri Coston, je rappelle, est celui qui jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que tardivement, au début même encore du XXIe siècle, je pense, écrivait des livres sur les 200 familles juives, bien entendu, qui dirigeaient le monde, etc. Mais il était très bien informé sur la synarchie, parce qu'il a fait ses classes pendant toute la guerre
au service des sociétés secrètes, Bien sûr. où les cagoulards s'affairaient à donner tous les renseignements sur la synergie. Je connais son curriculum vitae. Mais il Et alors c'est intéressant parce que ça nous fait parvenir jusqu'à nous cette affaire-là. Parce que Coston donc, a collaboré à un livre avec Galtier-Boissière, qui en était arrivé à ça, mais ensuite il collabore avec Pierre Guillaume. Pierre Guillaume, c'est-à-dire celui qui publie Faurisson, Racinier d'abord, Faurisson, c'est-à-dire ce sont des gens d'extrême gauche qui se retrouvent sur ce terrain-là, et ce qui est assez étrange, je signale par ailleurs que les livres de Galtier-Boissière sur mon journal pendant l'occupation, mon journal à la Libération, sont des lectures extraordinaires. Hein. Ça, par exemple, on y lit une chose fort intéressante, c'est comment sont nées les presses universitaires de France. Ça, c'est gratiné. Ça, c'est absolument gratiné. Qui est la réunion de 3 maisons. Donc, il a fallu qu'une prenne les 2 autres. Et ça s'est fait place de la Sorbonne. Vous avez connu les presses universitaires de France, je pense, vous et moi. Et en face, il y avait l'Institut allemand. Et puis, on distribuait le papier, là. C'était donc très, très, très important, cet édital. Alors, donc, ça nous amène tout ça jusqu'à nos jours, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire que rien de tout ce dont on parle ne s'est purement et simplement évanoui, pas même les individus. Je veux dire, il en existait encore jusqu'à très peu de temps de gens qui ont baigné là-dedans. Le deuxième livre, justement, je le trouve quand même très intéressant, c'est Heureux les Pacifiques, de Raymond Abellio. Ah oui. Ben, le sous-synacle. Abellio, oui, grand ponte quand même de tout ça, qui est un socialiste, qui ensuite il s'est spécialisé dans la chimie, dans le symbolisme universel et l'ésotérisme, autrement dit. Ça veut dire encore un qui a enjambé. Il a fallu enjamber quelques années un peu merdiques pour tous ces gens-là, mais ça n'a pas été si long. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a creusé le... Merci pour ce commentaire. On va arriver, vu le timing, vers les dernières questions. On l'a vu. Oui, le sous-titre du livre de Galtier-Boissière, c'est non, c'est pas, c'est de Vie de Philippe Omer Pétain. Et apparemment, je viens de vérifier, je crois que ça a été réédité par les Belles Lettres en 2017. Alors, ma question est suscitée par la dernière phrase de l'avant-propos d'Henri Guillemin sur la vérité sur l'affaire Pétain. Alors, il nous dit la littérature du sujet est fort abondante. Mais la critique des sources est une des premières lois de la connaissance historique. Il nous a donc semblé convenable de ne faire état qu'avec circonscription des écrits hostiles au maréchal Pétain, pour puiser nos informations essentielles dans les ouvrages qui saluèrent avec faveur sa personne et son régime. Alors, effectivement, cette phrase m'a un petit peu intrigué, et ma question, c'est de dire, est-ce que Henri Guillemin pratiquait de cette façon-là, une sorte de judo, là, où on compte sur l'utilisation de la force mise en œuvre par l'adversaire et de ses faiblesses éventuelles, les failles qu'il pouvait présenter dans son action. Et est-ce que cette façon de procéder, il l'appliquait aussi bien à l'histoire qu'à la littérature? Ça, c'est une question sur les 2 spécialistes, Patrick. Ça, on peut répondre oui, globalement, c'est-à-dire que il a tendance à chercher la parole des gens du camp d'en face avec l'idée que son énormité, l'énormité de cette parole, la condamne. C'est peut-être quelquefois sa naïveté d'ailleurs, mais en tout cas c'est une politique qu'il mène souvent. Par exemple, quand il parle de Voltaire et de Rousseau, il donne largement la parole à Voltaire au lieu de donner d'abord la parole à Rousseau. Et ça, c'est vraiment une méthode qu'il emploie couramment. C'est une méthode d'ironie intellectuelle, on va dire, et qui est très, très efficace dans la polémique quand on sait la manier. Oui, et d'autant plus
c'est d'autant plus logique que c'est toujours plein d'aveux. Mais alors, il faut dire que de 40 à 44, ils ont été d'une telle indécence dans l'aveu qu'en l'absence d'archives, ils ne pouvaient trouver aucune meilleure source. C'est Engels qui a fait cet extraordinaire ouvrage qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en Angleterre » en 1845, en disant « Je ne me suis servi que du matériau de mes adversaires, de telle sorte que je sois incontournable. » C'est-à-dire, je suis allé prendre dans les représentants du capital toutes les statistiques, tous les jugements, voilà. C'est une excellente méthode critique. Voilà. Une question on ne peut courte. que recommander. Vous avez évoqué un accord en cours de préparation entre les armées militaires franco-russo-tchèques qui aurait pu stopper la guerre. Mais est-ce cohérent avec l'accord, avec le pacte germano-soviétique? Non, c'est le contraire. Mais non, c'est parce que ça n'a pas fonctionné qu'il y a eu un pacte germano-soviétique. En fait, théoriquement, là encore, la France devient, et la France est un protecteur énorme de la Tchécoslovaquie, c'est même son protecteur, puisqu'elle a conclu avec la Tchécoslovaquie en 1924 et 1925 des accords défensifs de type accord de revers, exactement du même type que ceux de 1892 entre la France et la Russie. Mais ce qu'on ne sait pas, mais ce que les archives militaires, politiques, diplomatiques livrent, françaises et étrangères, c'est que d'une part, l'accord était creux, parce que vous ne pouvez pas avoir d'accord militaire qui ne soit fécondé par d'accords politiques ou diplomatiques qui ne soient fécondés par une alliance militaire. Et une alliance militaire, ça veut dire des travaux communs, des travaux pratiques communs, des manœuvres communes, des manœuvres bidons, un véritable entraînement, etc. Ce qui se fait entre alliés, ce qui s'est fait depuis l'accord de 1926 entre l'Autriche et l'Allemagne, accord clandestin, qui a été connu immédiatement en France, et qui est un accord d'Anschluss. C'est-à-dire la politique extérieure et la politique militaire sont absolument unifiées, il ne reste plus qu'à régler les affaires dessous. Ça va prendre 12 ans. Mais c'est clair, hein, c'est réglé, c'est fait. Or là, aucun accord, je viens de vous le dire, on a dit à l'attaché militaire qu'on le virait en 29. Et puis il a fait un tel ramdam, il a dit mais ce serait un tel aveu que finalement la Tchécoslovaquie ne nous intéresse pas, que c'est pas possible. Et moi je montre avec les archives comment cet accord a été complètement stérilisé. Il n'y a aucune collaboration militaire, tout est bidon, jusqu'à la fin. Et Dens, que déteste particulièrement les gens qui voulaient préserver les frontières françaises, Dens, et qui est un véritable traître de longue date, trahit l'attaché militaire en lui promettant des choses, voilà, qu'il va œuvrer en faveur de l'accord militaire, et l'attaché militaire voit très bien qu'il ment comme il respire. Hein. Donc, il n'y a rien. Et alors, plus fort, comme Laval se sent obligé, pour des raisons de rapport de force, mais aussi d'ailleurs pour se faire élire à Aubervilliers. Oui, c'est ça, surtout. Aussi. De conclure ce fameux accord avec l'Union soviétique, dont il est clair que c'est la seule ressource. Oui. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, ces archives militaires? Mais alors, il faut voir ce que racontent les militaires sur cet accord. Il n'y a rien qui leur fait autant horreur. Vous savez quoi, les militaires? C'est une merveille, ça. Regardez le compte-rendu des archives militaires sur la vision, parce qu'on a envoyé des attachés militaires, des missions militaires entièrement bidons, parce que quand les soviétiques venaient en France, il y avait interdiction de leur montrer tout, y compris dans les usines. Il fallait que Schneider virait tout ce qui était intéressant, tout ça, rien, ils ne voyaient rien. Et les Français allaient en URSS, mais les Français sont allés en URSS avant qu'on autorisa les soviétiques, bien sûr, à venir pour ne leur montrer rien. Et alors, on a les rapports des militaires, mais je vous jure, il y a quoi faire un livre.
Oh, celui-là, il était laveur de vaisselle. Oh, quelle horreur, il est devenu général, un laveur de vaisselle. Et puis, oh, ces soviétiques qui comprennent rien, alors que la finesse française, patati patala. Enfin, vous voyez, je vous laisse juger des prestations respectives de 1940 et de 1941-45 pour qu'on juge de la validité de ces jugements. Donc, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on passe l'accord du 2 mai 1935, les militaires vomissent dessus autant que les politiques, et je ne vous parle pas du grand capital. La Banque de France n'a plus l'URSS que les soviets. Oh, les soviets. L'URSS n'existe pas. Hein. Ils éructent à chaque fois qu'ils parlent de l'Union soviétique. Donc, tout ça est entièrement bidon. L'URSS n'arrête pas de dire faut qu'on passe un accord, faut qu'on passe un accord militaire, faut qu'on passe un accord aérien, parce que l'Union soviétique avait une force aérienne tellement considérable que lisez un peu le rapport de 1938 de von Reichenau qu'on a envoyé sur le front russe et qui a eu les chocottes parce qu'il a dit que les chars et l'aviation, les petits chars et l'aviation soviétique, il y avait intérêt à travailler sur la matière parce qu'en Espagne, au début, ça les avait beaucoup armés. Donc tout ça, on ne tient compte de rien. On passe l'accord, il ne se passe rien. 15 jours après, on passe l'accord avec les Tchèques. Vous savez qui a rédigé l'accord des Tchèques? Paris. Le secrétaire général du Quai, vous savez, Léger, là, le poète, qui est un apaiseur, Alexis Léger, hein, qui est un apaiseur de première. Il lui faisait tout réécrire en 1936, donc il ne se passe rien. Alors, je vous donne un seul exemple qui va vous montrer que c'est entièrement économique. Il est absolument indispensable de passer un accord aérien. Or, entre les Russes et les Tchèques, comme entre les Français et les Tchèques. Or, les accords, les cartels franco-allemands de la métallurgie ont réservé à l'Allemagne tout le marché tchèque. Et comme la crise accentue les choses, eh bien, Schneider bouffe tous les marchés et Skoda, qui est de fait possédé par Schneider, se fait interdire toute tractation avec les soviétiques. Ouais. Donc l'accord il est mort, au point qu'en 1936, les soviétiques vont voir gentiment les Tchèques en leur disant « Bon, écoutez, arrêtons de jouer. Si vous voulez, on passe un accord bilatéral. » Mais c'est que les Tchèques, ils n'ont pas pu. Moi, j'aime beaucoup Beneš, il est sympa. Enfin, Beneš a été une canaille avec son pays. C'est-à-dire que Beneš, il était comme tous les hommes politiques tchèques. Il faisait partie des stipendiés de Schneider et compagnie, parce qu'il faut savoir ce que c'est. La Tchécoslovaquie, c'est une colonie française. Il faut regarder les archives de la Banque de France. Regardez les archives de la Banque de France, vous verrez si vous éprouvez des doutes. Ce pas des archives subversives quand même. Bon, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la Banque de France, les accords de cartel, tout ça réussit. Et ça montre que les hommes politiques tchèques qui tiennent la Tchécoslovaquie, on leur fait des petites places dans les conseils d'administration, tout ça. Beneš, regardez les archives allemandes. Là, la meilleure sur la Tchécoslovaquie, c'est les archives allemandes. Il y a un bouquin comme ça, d'archives publiées. Moi, j'ai vu que les publiés, mais enfin, ça fait pas mal quand même. Eh bien, les archives publiées allemandes vous attestent de manière absolument formelle que Beneš sait tout, sait que son pays est mort. Vous savez, quand il a su définitivement que son pays était mort, il l'a su dès l'accord sur la Sarre, en 1934. Très tôt. On dit très tôt. Il a dit, mon pays est mort. C'est bien simple. Charles Roux, ambassadeur à Prague, jusqu'en 1932, où il est allé à Rome-Saint-Siège, où il est devenu clérical, je ne vous raconte pas comme, et où il a raconté le contraire de ce qu'il avait raconté jusque-là. Charles Roux, en 27, vous m'entendez bien, en 27, explique que le pacifisme débile des Français est en train de déteindre sur les Tchèques,
et que tout le monde considère que l'Anschluss est fait. Vous regardez une carte en rentrant chez vous si vous l'avez oublié. L'Anschluss, c'est en 18, il y a un accord général, 18-20, il y a un accord, enfin 18, pour les traités de 19-20, il y a un accord général sur le fait. Pourquoi on interdit l'Anschluss? Parce que signé Anschluss, de toute façon, la Tchécoslovaquie est bouffée en 2 mois. Donc, on le savait, c'est pour ça qu'on a interdit dans les traités de Versailles et de Saint-Germain l'Anschluss. Bon, mais la réalité diplomatique, militaire, financière, c'est que pas du tout. Le marché tchèque, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire que le marché tchèque attribué à l'Allemagne en matière métallurgique? Moi, j'ai montré, il y a une extraordinaire historienne d'origine tchèque qui a montré, qui a fait une histoire économique avant Munich. Vous la lisez, vous avez tout compris. Et en France, on n'a pas le droit de faire de l'économie. Mais vous lisez les accords de cartel, vous comprenez bien que la Tchécoslovaquie est cuite. Donc les soviétiques sont allés faire des ronds de jambes sans arrêt. En 1938, ils se sont battus comme des lions pour essayer de sauver la Tchécoslovaquie. Ils ne pouvaient pas. Je montre pourquoi ils ne pouvaient pas. Hein? Mais regardez, allez regarder par exemple le compte-rendu du général Doumenc qui est allé participer à la farce de Moscou en août 1939. À la farce, hein. Quand il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je... Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'avais rien, je suis allé là-bas, j'avais aucun pouvoir, je pouvais répondre à rien, tout s'était passé comme ça depuis 24-25. La France a bousillé, absolument bousillé, toutes ces alliances, et notez, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais notez quand même que des milieux très importants en France, financiers, Rouvier, avant la guerre de 14, avait déjà une approche tout à fait apaiseuse qui passait par les fourches caudines allemandes et qui n'était pas, en effet, qui ne voulait pas régler la chose sur les tréteaux, c'était pas gênant. Mais l'Allemagne voulait elle avait la force de les régler par un combat. Hein? Et par conséquent, c'est vrai déjà dans la guerre de 14, parce qu'il faut voir quand même le défaitisme des militaires en 14-15, hein, français. Ça, c'est quand même de notoriété publique dès qu'on regarde un peu la Première Guerre mondiale. Hein. Et regardez Pétain jusqu'à la fin, de 16 à 18. Alors Pétain, n'en parlons pas, il n'a pas passé son temps à préparer la défaite. Hein. Et tout s'est passé pareil après. Je vous rappelle que le plan d'Oz est accompagné d'une clause selon laquelle la France s'interdit désormais formellement toute occupation militaire d'un territoire allemand pour obtenir paiement des réparations. Et à partir de là, vous savez ce que font nos militaires? C'est le cas par exemple au moment de réarmement. Je vous jure, c'est dans les archives militaires. Moi je fais que citer. Dans les archives militaires, 1935, bon, ils occupent, ils proclament le réarmement, puis après la remilitarisation de la Rhénanie. À chaque fois, les militaires disent, bah, je vous jure, c'est vrai, jusqu'ici, on n'a rien fait, donc on ne peut rien faire. Mais c'est écrit sur les archives. J'arrive pas à te couper. On a largement dépassé l'horaire plus ou moins prévu, et je pense même qu'on arrive à peu près à la fin des échanges. Le moment de la conclusion de cette journée arrive. Je vais prendre un autre micro. Merci. Au nom de tous, je vous remercie d'être d'abord venus si nombreux, d'avoir été aussi sérieux, dynamique et attentif au sujet d'une longue journée. J'espère que cette journée effectivement a été enrichissante et stimulante. Je vous invite à la prolonger, je dirais, par carrément quatre fois. Aller sur le site de notre association, tout y est. Deuxièmement, lire et relire Guillemin, on a bien vu que c'est intéressant. 3, plonger dans cette période historique, une des clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. C'est une cause. Et enfin,
lire les travaux de nos intervenants, qui complètent tout le dispositif. On se revoit normalement dans le prochain colloque dans 2 ans, c'est à peu près ce qu'on essaye de tenir, et d'ici là, bonne soirée et bon dimanche. Merci.